Eh coucou, je me retrouve aujourd'hui avec Delphine et Daniel de la forêt jardinée. Salut à tous. Alors comment vous allez bien? Eh ben très bien, Oui, très bien, très bien. Ah, vous allez nous faire voir votre pépinière très Oui. récente, puisque du coup ça fait quand même 2 ans, je crois maintenant. Ouais, voilà, Ouais, voilà. tout Donc à c'est un fait. super projet qui a évolué, donc vous allez nous parler de tout ça et puis on va faire une petite visite. Oui, tout avec à fait. plaisir. Allez, dites-nous tout. Donc, juste pour résumer un peu notre projet, on développe un exemple d'agriculture régénératrice basée sur les forêts nourricières et aussi un exemple de mode de vie. Il y a 4 piliers dans notre projet. Donc l'agriculture régénératrice, la biologie, la nutrition et la psychologie. Et on trouve qu'en fait avec ces 4 piliers, c'est vraiment une base très très solide pour Carrément. créer une nouvelle façon de vivre. Ouais, Voilà, très co-créer bien. un prochain paradigme Oui, voilà. où l'être humain peut être plus heureux, en meilleure santé et avoir un impact plus positif que négatif sur son écosystème. Super. Ouais, voilà. Voilà, et donc notre pépinière s'insère dans ce projet parce qu'en fait on veut à la fois donc, créer cet exemple, fournir des végétaux à ceux qui souhaitent aussi planter des forêts nourricières ou autres, mais Bien voilà. sûr. Et puis transmettre nos connaissances, mais ça viendra plus dans un second temps quand on fera des stages et des formations. Voilà. Une future vidéo déjà, j'adore. Très Donc, bien. donc oui, la pépinière, donc on a 1350 environ arbres dans la pépinière. Je reviens. Ouais. 1300. Combien? 1350. Waouh. Voilà, on greffe tous les arbres nous-mêmes. On a environ 75 variétés. On a sélectionné les variétés pour étaler la période de récolte au maximum. Super. Donc par exemple, Pour un chaque petit espèce, exemple pour chaque espèce, un petit exemple pour les plaques miniers, on a 12 variétés et ça permet d'avoir une période de récolte de fin août pour les tout premiers jusqu'à janvier et avec le stockage des derniers kakis jusqu'à fin février. Donc voilà, on a vraiment essayé d'étaler la période de récolte. On a un autre critère de sélection, c'était pour essayer d'avoir des variétés les plus résistantes aux maladies que possible pour les différentes espèces. Donc, pour les pommiers, nous sommes très très satisfaits de notre sélection. Ici, dans la pépinière, on est certifié bio, mais on ne fait même pas de traitement bio, mais rien du tout. On veut des arbres qui soient absolument autonomes, qui produisent et poussent très bien, mais sans aucune intervention de notre part. Pareil pour les pêchers, on a 4 variétés de pêchers qui sont très très résistantes à la croque. C'est pas une immunité, mais on parle de moins de 10% des feuilles touchées par la croque. Wow. Et donc ça pousse et produit très bien, mais sans aucune intervention. Et c'est ça qu'on veut pour... c'est notre proposition pour une agriculture régénératrice où on n'a pas à courir dans tous les sens et soigner les arbres qui sinon seraient malades. C'est plus qu'une proposition, c'est une solution. Ouais. Superbe. Ouais. Voilà. Donc on produit des cerisiers, des figuiers, des mûriers, des pêchers et des plaques miniers, poiriers, pommiers, pruniers, grenadiers, des petits fruits rouges. Nachi, s'il te plaît. Nachi, ouais, aussi des nachis. 2025, il y aura des abricotiers en Amandier. plus et amandiers. Ouais. Des amandiers avec une bonne variété. Ouais. Intéressant. Ça c'est pour Clément, il aime bien les... Ils sont en train de voir aussi pour des amandes. Cool. Très bien. Ouais. Voilà, donc on est produit en racines nues. On vend tous nos arbres en racines nues, donc ça veut dire qu'on est déterre et on est remet aux clients quand il n'y a plus de feuilles sur les arbres. On est aussi dans une démarche, quand on remet les arbres aux clients, de leur remettre 0 déchet plastique en même temps. Super. Donc on fait, par exemple, on fabrique nos étiquettes avec des bâtonnets de glace en bois qu'on perce, on met la ficelle en jute, voilà. Donc ça nous évite d'utiliser le plastique. Et le sac est en papier aussi, imbibé avec un peu d'huile végétale, donc le sac est résistant à l'eau. On est vachement satisfait avec ce qu'on a mis en place. Les étiquettes en alu, donc pour les étiquettes pour les durables. arbres, voilà, dans la pépinière. Pour les pieds murs aussi. Et oui.
double ou triple étiquette. Hein. Oui, c'est ça. Et ça, c'est faux. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais. Il le faut. C'est super important de ne pas perdre les variétés. Donc sinon, on a aussi environ 70 pieds mères. Donc on produit nos propres greffons. D'accord. Voilà, donc on mène nos pieds mères en trogne à greffons, par exemple. Allez. C'est un sujet ici, donc chaque hiver, on va les rabattre et les laisser pousser une année, puis on va récolter les greffons au bon moment. Donc pour les pêcher, on greffe plutôt en août, et puis pour les autres arbres, on les récolte en hiver pour un greffage sur table. Sur table. Ouais. Ouais, on greffe la majorité des espèces sur table. Il n'y a que les pêchers et abricotiers qu'on fait en été. Et puis sur place, on fait... Oui, c'est vrai. Aussi en place, on fait les plaques miniers et les mûriers, mais à œil poussant pour les plaques miniers et en greffage par assemblage pour les mûriers. Mais on attend que le porte-greffe ait 3 à 5 cm de pouce. Est-ce que vous avez votre propre technique de greffage? Donc sur table, on greffe à l'anglaise compliquée et au galop. Ok. Ouais, à l'anglaise au galop, ça c'est vraiment, on adore cette greffe parce que ça permet vraiment de très facilement mettre les cambiums en contact quand on a un greffon de petit diamètre et un porte-greffe d'un plus gros diamètre. D'accord. C'est ma greffe préférée, je pense. Voilà. Non, sinon aussi pour les plaques miniers, donc je disais en écusson, œil poussant. Et puis pour les mûriers, non pas pour les mûriers, pour les pêchers aussi, écusson, mais œil dormant cette fois-ci en été. Ouais. Super. Voilà, sinon, on est dans une démarche d'autoproduire notre biomasse, notre paillage. D'accord. Et entretenir la fertilité du sol. Donc, on est en sol vivant. Donc là, on voit clairement que de toute façon, vous ne couvrez pas et vous n'enlevez pas forcément les adventices. Oui, c'est ça. Ouais, donc dans les allées, on laisse la végétation spontanée pousser. Ouais. Et en pleine saison, tous les 2-3 semaines, on vient avec des serpettes couper la végétation à 20 cm du sol environ et récolter cette biomasse qu'on pose sur les plates-bandes. D'accord. Donc ça fait un apport de matière en décomposition sur les plates-bandes. Et puis sinon, sur les plates-bandes, on sème de la végétation qui fait paillage. Donc là, c'est de la moutarde fraîchement semée. Et puis sinon, l'année dernière, et ce qu'on va refaire de nouveau cette année, c'est qu'on sème aussi des haricots. Cette année, on va même semer une plus grande diversité que ça. Mais l'année dernière, on avait semé des haricots nains qui faisaient paillage vivant et récolte en même temps et fixation d'azote pour les arbres. Ça a bien fonctionné? Ouais, on est très contents. Très contents. Ouais. Ouais, voilà. Haricots nains, notez. Mais pas des haricots à rame, pas des haricots qui grimpent, parce que sinon ça grimpe sur les jeunes arbres. Ouais, c'est ça. Ça les plie. Ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Est-ce que vous voulez partir sur la petite visite? Oui, ouais, voilà. Tout à fait. Allez. Donc ici, on a des pruniers au début. D'accord. Donc là, ce sont des pruniers de 2 ans, qui ont 1 an et qui seront vendus sur un cycle de 2 ans à partir du mois de novembre. Ok. Puis après là, on a des pruniers qui sont sur un cycle d'1 an, qu'on a greffé là au mois de mars. Puis ensuite, on a des cerisiers, donc là des cerisiers sur cycle de 2 ans. Ensuite, plus de pruniers, plus de cerisiers. Et vous le mettez sur des merisiers ou pas Donc les cerisiers, on les a sur Merisier et sur Sainte-Lucie pour pouvoir proposer deux tailles différentes et aussi pour s'adapter à plus de types de sols. En général, on a une préférence pour les porte-greffes vigoureux parce que ici, la plus grande menace, c'est les sécheresses en fait. Et oui. Et donc, un porte-greffe qui pousse ses racines profondes dans le sol et devient autonome en eau, c'est super important ici.
Ouais, Donc, voilà, on est dans un sol aussi qui est très drainant, qui est sablo-limoneux. Et donc du coup, aussi voilà, avoir un arbre puissant qui descend en profondeur, ça nous semble précieux. Ouais. Là, on voit bien d'ailleurs Puis- que là, par exemple, cet arbre qui me fait de l'ombre aussi donc à la pépinière. Et enfin, vous allez certainement m'en parler à un moment ou à un autre, mais vous avez des strates qui protègent aussi toutes ces petites pousses. Ouais. Et c'est super intéressant. Hein. Ouais, donc c'est vrai, ici, quand on a débuté sur la pépinière sur cette parcelle, il y avait pas mal de chênes verts et de frênes qui avaient été coupés par le passé à cause de la ligne électrique et qui avaient repoussé spontanément. Et donc on a sélectionné certaines pousses pour faire cette mi-ombre. Et après ça, vu qu'ils ne sont pas espacés exactement comme on voudrait, parce qu'on n'a pas choisi l'emplacement où ils sont, on a sélectionné parmi les fruitiers qu'on a dans la pépinière, quelques fruitiers qui vont contribuer aussi à faire ces parasols vivants dans la pépinière, pour apporter un peu de mi-ombre. Mais après, ça va être vraiment très, très géré, pour ne pas avoir trop d'ombre. C'est vraiment de la mi-ombre, et donc il y aura de la taille régulière, mais du coup, récolte de biomasse. Et oui. Remis au sol. C'est pour ça que j'utilise moi de l'Elaeagnus parce que du coup c'est plutôt, j'en ai beaucoup. Mais en plus ils adorent les tailles sévères. Donc j'arrive un peu, je fais des tailles douces de temps en temps, je remets tout au sol. Mais certains que là j'ai trouvés, et ben sans hésiter on peut faire vraiment les rabattre, des trucs qui font 2-3 mètres, les rabattre à 1,50 m pour donner de l'espace à l'arbre. Et ils adorent ça, là ils sont en production incroyable. Donc, cool. Voilà, il y a certains, vous pouvez y aller, et d'autres, bon, j'imite la chèvre. Voilà, puis après ça, plus de cerisiers ici. Sinon on peut aller un peu plus loin parce que là on est vraiment dans le coin cerisier et prunier. Derrière, il y a des poiriers. Oui, derrière là-bas il y a des poiriers. Voilà. Ah, on voit les poiriers? Voilà, juste là, il y en a. Ils sont aussi. Ceux-là aussi, hein? Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ma marotte du moment, la poire. Et bien moi j'en ai 9 variétés. Cool. Ouais, puis il y a les petits là qui viennent d'être greffés. Et vous mettez alors du coup cette pâte là? Donc oui, c'est du marbella à chaud. Du marbella à chaud. Ok. Du marbella à chaud, on aime beaucoup parce que comme ça il se fige et il dégouline pas. Et avec les greffes à l'anglaise au galop, c'est très précieux. Parce que quand ça dégouline, parce que le soleil tape, voilà, ça peut rentrer dans la greffe et poser problème. On a vu ça pas avec le marbella à froid, on n'a pas testé avec le marbella à froid, mais on avait testé avec un autre mastic à froid et l'année dernière et on a eu des problèmes, des greffes qu'on raté à cause de ça, parce que le mastic avait fondu et est rentré dans la greffe. Donc, pas top. Ouais. J'ai un ami qui teste sans rien du tout. Ah oui. Bref, il pose, il dit bon, on n'a jamais vu peut-être, je vais tester. Et du coup, il est en Saint-Tropez, alors du coup, on ne sait pas. Peut-être ça peut être intéressant. Voilà, là on a vu un peu les pieds mères, c'est vrai, on les a déjà vus. On a choisi de les espacer donc d'1 mètre parce qu'on les mène en trogne à greffon. Ah oui, c'est vrai. Donc on les taille à 2 yeux chaque année. Et après ça, on les sépare espèce puis espèce à chaque fois pour pas le jour où ils seront plus grands, qu'il n'y ait pas les branches qui se mélangent et se tromper très bien d'espèces. Enfin, ou de variétés plutôt. Ouais, voilà. Et je vois tout de suite là une haie sèche magnifique. Oui. Donc ça a été donc pour préserver aussi votre pépinière parce que du coup ça attire quand même pas mal de petits chevreuils, petits cervidés. Ouais. Il y a bien des chevreuils dans ce coin aussi, des sangliers. Donc dans cette zone, la pépinière plus notre forêt jardin, c'est clôturé. Ouais, et c'est une toute petite partie de notre propriété, donc on laisse le reste grand ouvert. Voilà, c'est juste pour protéger notre travail ici. Et, et c'est des espaces tampons entre deux zones généralement qui font que du coup il y a les hérissons qui se mettent dedans, il y a les oiseaux qui
c'est un peu leur toilette sèche aussi. Du coup, ça enrichit cet espace et qui est en décomposition naturelle. C'est ça, voilà. On voulait faire une clôture qui se composte sur place et qui, après notre passage, ne soit pas une pollution. Donc on a beaucoup réfléchi. Voilà. Et en plus, vas-y. Je pensais à une clôture électrique. Quand on est pause, il y a l'entretien de toujours couper les végétaux pour éviter que les végétaux fassent un court-circuit en touchant les fils. Et donc on est en lutte contre les végétaux, on coupe et ça prend beaucoup de temps. Et donc ici, quand il y a des plantes, des ronces ou d'autres plantes qui grimpent dans la haie sèche, mais tant mieux, très bien. Oui. Aucun problème. Il peut même y avoir des ronciers. Ah, on a trouvé des murs. Elles se sont posées dessus. Moi, les murs, par exemple, elles poussent sur des bambous. Ah oui. Bambous non traçants, donc ils montent pas très haut. Un max 1,50 m, 2 mètres. Et c'est marrant, les murs, c'est ce qu'on revoit le plus dans les bambous. Ah ouais, cool. Génial. Cool. Petite astuce. Voilà, là on a des nashi. D'accord. Genre de petite pomme poire japonaise. C'est ça, tout à fait, voilà. Le goût est vraiment un peu intermédiaire. Pour certaines variétés, il y a même un arrière-goût un peu pain d'épices. J'aime vraiment beaucoup ce fruit. Derrière, je vois que vous avez une très grande tige avec un magnifique greffe en bas. Voilà. C'est un arbre parasol. Un arbre parasol. Il a fait 7 pouces en une saison. Ah oui, mais incroyable là. Donc ça c'est un amendement déjà du sol quand vous êtes arrivé et puis on n'a pas fait énormément d'apports. Enfin, on a apporté du fumier, mais c'était 3 kg par mètre carré, je crois qu'on avait visé. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. Et puis un peu de broyat. Et puis sinon, ce qu'on sème et ce qu'on coupe dans les allées et qu'on met sur les plates-bandes. En tout cas, c'est une espèce qui se plaît ici, complètement adaptée à votre milieu local. Donc les gens, si vous voulez ce type d'arbre, voilà, vous savez quoi faire. Et notre sol, peut-être j'allais parler de notre sol vite fait. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est sablo limoneux, mais vas-y, tu peux détailler plus. Oui, j'allais dire le taux de matière organique est relativement bas. Heureusement, la végétation spontanée ici, dans la pépinière, a eu du temps pour enrichir, réparer, restaurer le sol parce que c'était une ancienne vigne, terre à nu avec des produits toxiques utilisés dessus. On a vu des bidons dans les bâtiments avec des têtes de mort dessus et tout ça. Donc, c'est vraiment... C'était un ancien cimetière indien. Ah ouais. Non, pas du tout. Non, donc on veut vraiment pratiquer une restauration via l'agriculture. Et pas dégrader le lieu, pas extraire la fertilité du lieu, mais aggrader la fertilité. Donc, en tout cas, notre pH, c'est 6,2 en moyenne, donc c'est un sol un peu acide quand même. Mais les arbres aiment bien. Entre 6 et 7 jusqu'à 8, les arbres aiment vraiment bien. Donc, un sol acide vers légèrement acide, c'est super. Si on descend jusqu'à 4,5 ou quelque chose, ça devient vraiment très acide. C'est pas notre cas. On l'a vu avec les vers de terre, justement. Même s'ils arrivent à être dans un sol acide, de par la régénération, enfin de leur réingurgitation et leur régurgitation, ils arrivent de par leur estomac, à rendre un terrain moins acide, voire plus acide. Donc il faut... Je vous conseille cette petite vidéo sur les vers de terre. On est à fond pour essayer de soutenir la vie du sol, la macrofaune, la microfaune. Et donc, on donne à manger au sol. On essaie, au lieu de soit nourrir les plantes comme ce qui se fait avec les engrais chimiques,
ou avec du fumier compost, c'est plus fertiliser le sol. Notre démarche depuis... Avec le fumier compost, c'est plus fertiliser le sol? Oui, exactement, tout à fait. Oui, l'objectif, c'est d'apporter de la fertilité au sol. Et notre démarche aujourd'hui a évolué un pas plus loin et c'est nourrir la vie du sol qui assure la fertilité pour les plantes. Donc, en fait, c'est vraiment le modèle, je dirais, inspiré par la nature. Dans la nature, on ne trouve pas de gros tas de compost ou de fumier. Eh bien, oui, voilà. Non, on le voit très clairement. Enfin, là, je suis devant depuis tout à l'heure, mais les feuilles sont magnifiques. On voit des plants en très très bonne santé. Et ça, c'est grâce à l'apport, le sol, ce qu'il leur apporte aux plantes. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. Ouais. Les mycorhizes aussi, il y a beaucoup de champignons. Ouais, il y a pas mal de champignons qui poussent dans la pépinière, même sur les plates-bandes après la plantation. Donc on veut soutenir à fond le réseau mycorhizien. Donc, bon, est-ce qu'on finit avec ces quelques plates-bandes derrière? Voilà. Donc on a des porte-greffes qu'on va greffer en août dans ce cas-là, pour les pêcher. Puis on a aussi des Saint-Julien. Voilà, puis encore quelques pruniers derrière nous, des petits fruits rouges, groseilliers, cassissiers, casseilliers, voilà, pour cette année. Et après, on peut aller voir par là-bas. Tiens, et si donc on allait dans la forêt-jardin? Oui. Alors, du coup, on est dans notre forêt jardinée maintenant. Et donc, forêt-jardin, forêt nourricière, forêt... Voilà, qui a plein de nourriture en abondance. On peut parler des 3 phases d'abondance. Oui, voilà, tout à fait. Je peux parler de ça éventuellement. Donc, nous suivons les 3 phases d'abondance décrites par Bill Mollison, le cofondateur de la permaculture. Donc, la première phase, c'est de se procurer une abondance d'espèces et de variétés, mais en petite quantité par variété et par espèce, et puis de tout planter, et puis de laisser pousser 1 an, 2 ans, 3 ans, et on va commencer à pouvoir récolter du matériel de reproduction végétale, MRV, et donc ça veut dire des greffons, des boutures, des graines ou des plants issus du marcottage, et avec ce matériel de reproduction végétale, on va planter, multiplier tout ce qu'on a, on va planter, voilà, donc on va planter tous les nouveaux plants et puis on va tout laisser pousser encore pendant 1 an, 2 ans et puis on continue à multiplier, mais on devient autonome. En matériel de reproduction végétale et quand tous ces sujets arrivent, en fait, je vais reculer. Donc là, on arrive dans la seconde phase qui est la phase d'abondance de matériel de reproduction végétale. Ça veut dire qu'on a juste tellement de moyens de reproduire les plantes que on n'utilise pas tout et ça devient de la biomasse, du paillage. Donc, deuxième phase, nous sommes aujourd'hui dans cette seconde phase de l'abondance pour la majorité des espèces chez nous. La troisième phase, c'est quand tous ces sujets entrent en production. Donc, quand la production devient plus importante. Et là, il y a juste une abondance de récolte, la troisième phase d'abondance. Donc, voilà, on met en marche un agro-écosystème qui produit de façon spontanée une abondance de nourriture. C'est pas juste cultiver des plantes annuelles qui sont très énergivores, qui demandent pas mal de temps et d'efforts et qui meurent après 1 an ou 2 ans et on replante et on replante. Comme les tomates, les poivrons, les concombres, etc. On fera pas la liste non exhaustive. Voilà.
Oui, voilà. Après ça, bien sûr, les plantes annuelles font partie de la forêt-jardin et elles feront beaucoup plus partie dans les années à venir pour nous parce que là, en fait, on priorise vraiment la mise en place des plantes pérennes dans la forêt-jardin, la mise en place de la pépinière, aussi de finir nos rénovations dans la maison. Et avec toutes ces choses, une fois que les plantes pérennes sont vraiment installées, ça va nous libérer aussi du temps pour inclure plus d'annuels. Et oui, puisque je parle aux gens qui nous regardent, je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, mais ils étaient sur les reportages de Damien, d'agroécologie, permaculture, etc. Et donc j'avais déjà fait une première visite de leur jardin. Et donc l'arrivée 2 ans après, on va voir l'abondance et l'explosion, parce que c'est vraiment extraordinaire. Là, il manque encore un peu des fleurs, etc., de la couleur de fleurs, mais ça pousse dans tous les sens. Vous n'allez pas me faire perdre, hein. Vous restez près de moi quand même. Il y en a partout. Donc là, c'est des jeunes plantations de cet hiver, parce que chaque année, on plante plus. Chaque année, on plante plus. Donc, on a commencé les toutes premières plantations au printemps 2020, mais c'était vraiment en petite quantité. Après ça, plus grande échelle à l'automne 2021. Et puis 2022, 2023, on a ajouté plus d'arbres, d'autres espèces nourricières aussi. Mais maintenant, en gros, on a rempli les strates des arbres arbustes. On a pas mal de buissons, on a des herbacées, des couvre-sols, des tubercules, mais en très petite quantité par rapport aux arbres et arbustes. Donc c'est vraiment les strates qu'on va développer dans les années à venir. Ici, on a fait une petite, mais très petite guilde. On a vraiment des exemples de guildes bien plus diverses. Mais là, donc, on a planté un jeune cerisier greffé dans la pépinière. Qui a vécu 1 an dans la pépinière. Puis après ça, de la sauge et puis des topinambours qui commencent à sortir. On utilise les topinambours pour la biomasse et les perturbations beaucoup. Donc on les laisse pousser, puis on les coupe et on met au sol leur paillage, mais en laissant quand même des feuilles pour qu'ils repartent. Donc en fait on a plusieurs récoltes de biomasse par an. Ici on a un très jeune kiwi, voilà, qui va grimper sur ce tronc, cet arbre mort en attendant de grimper dans le cerisier quand le cerisier sera assez développé. Et la glycine ? La glycine qui est là, on me dit que ça a étranglé quand même pas mal de choses. On ne constate aucun étranglement. On pourra la voir dans des frênes qui sont là depuis avant qu'on s'installe. Et en fait, ce qu'on a observé plus, c'était que le frêne gagne sur la glycine. C'est-à-dire on a vu des branches de frêne qui ont en fait mangé la glycine qui s'était entourée autour, enfin qui ont poussé autour de la glycine et que la tige de glycine est morte et le frêne va très bien. Donc, après, on ne va pas la laisser s'enrouler autour d'un jeune arbre. Oui, bien sûr. Mais... Frêne 1, glycine 0. Puis après ça, ici c'est un exemple de guilde, mais qui est plus qu'il y a quelques années. Donc on a donc comme arbre, on a ce pommier, reine des rainettes. Puis après ça, on a comme arbrisseau ce ragouminier. Donc voilà, qui a des petits fruits là en formation. Hop, si. Eh oui, les petits fruits. C'est la famille du cerisier, donc ça produit des cerises début juillet, mais c'est un buisson, donc ça n'atteint pas la hauteur, la taille d'un grand cerisier. Un buisson, 1,50 m 2-3 mètres. 2-3 mètres, c'est du beau buisson. Oui, voilà, c'est ça. Puis après ça, on a aussi dans la strate buissonnante ce goumi, goumi du Japon, mais qui est moins prioritaire que le ragouminier. Il va être aussi utilisé pour la biomasse et puis pour la fixation d'azote. Les petites baies comestibles. Et puis les petites baies comestibles, ouais. Puis après ça, on a de la ronce sans épines. Là, on la voit apparaître un peu. Voilà. Et puis de la vigne qui a été plantée cet hiver qui va grimper dans le pommier. Voilà. C'est Fragola, la vigne ? Je pense que c'est Fragola. Ouais, voilà. C'est une vigne résistante aux maladies fongiques et aux phylloxéra.
Très bien. Ouais. Voilà. Et je vois du saule aussi, mais ça reste aussi pour la biomasse. Ouais, voilà. Tout ce qu'il y a autour. Ouais. Voilà, et on utilise la végétation spontanée pour aussi la biomasse. Voilà, on coupe régulièrement, là il y a de la clématite, des herbes, etc., glycine, ronces qu'on met au sol, du bouillon blanc. C'est sûr que dans ce cas-là, vous êtes obligé de garder votre terrain et de faire votre propre jardinier. Parce que si vous demandez à quelqu'un de désherber de quoi que ce soit, ah bah j'ai tout arraché les mauvaises plantes, pardon, c'était du saule, c'était de la vigne, c'était des machins. Donc ouais, si on identifie toutes les plantes qu'on a autour, c'est un peu long. Donc, et aussi on arrache, en gros jamais, on coupe toujours pour laisser les racines. Les racines. Truc et astuce. Pour que les racines se décomposent en terre. Parce qu'on a envie d'augmenter massivement le taux de matière organique dans notre sol pour faire une éponge vivante. Et ici, évidemment, dans l'Hérault, dans cette région, la plus grande menace, c'est la sécheresse. Et donc, on veut avoir un sol qui retient très bien l'humidité. Actuellement, c'est en cours de restauration. Mais c'est ce qui nous freine le plus, c'est que le sol dessèche rapidement. Et puis quand l'arbre, quand ses racines détectent que l'eau manque, il se met en arrêt de croissance. Parce que s'il fait pousser encore plus de feuilles, ça veut dire plus de transpiration, plus besoin d'eau, alors que l'eau manque. Donc il pourrait dessécher. Donc il arrête de pousser et s'il arrête de pousser, il attend de détecter qu'il y a assez d'eau dans le sol, une stabilité hydrique. Et il pourrait juste attendre jusqu'à la fin de la saison de pousse. Et puis, ça fait qu'il pousse à peine. Il démarre au printemps et il pourrait pousser 15-20 cm et s'arrêter pendant 6 mois. Et donc, ça prendrait vraiment très longtemps pour l'arbre d'entrer en production si c'était le cas. Donc, on veut avoir une stabilité hydrique dans le sol grâce à un très haut taux de matière organique. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous allons fort sur la biomasse et le fait de couper les plantes pour que les racines restent en terre. Il y a aussi une nouvelle connaissance pour nous et aussi dans le monde scientifique, c'est la voie liquide du carbone. C'est la façon la plus rapide de transférer le carbone dans l'air, dans le sol. Donc pour augmenter le taux de matière organique dans le sol. Et donc, ça fonctionne de 5 à 30 fois plus rapidement que de couper de la végétation et la poser par terre et attendre sa décomposition et que la matière organique soit intégrée plus profondément dans le sol. Et voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est le CO2 dans l'air est aspiré par les feuilles lors de la photosynthèse. La molécule est cassée et donc les atomes de carbone sont utilisés pour reconstruire d'autres molécules, par exemple des sucres ou lipides ou hormones. Et puis, dans la sève élaborée, ces molécules descendent et entre 20 à 40% des sucres produits par la plante sont donnés aux microbes dans le rhizosphère de la plante pour stimuler et c'est dans une relation symbiotique, merci, symbiotique, pas syntropique. Mais en tout cas, voilà, donc ça fait que ces microbes accélèrent leur décomposition de la matière organique et rendent ces nutriments solubles pour la plante. Et donc la plante peut absorber ces nutriments et alimenter sa pousse. Donc voilà, c'est pour ça que via la photosynthèse, le carbone peut passer direct de l'air dans la plante via la sève et arriver dans le sol. Et les microbes transforment une partie en humus directement en profondeur dans le sol. Et donc c'est beaucoup plus rapide d'augmenter le taux de matière organique comme ça, mais nous coupons beaucoup de plantes pour faire notre paillage aussi. Et oui. Voilà. On peut continuer par là. Ouais. Allez.
Donc ici, en fait, on peut voir ce qu'on est en train de mettre en place au niveau strate émergente dans la forêt-jardin. Donc on vise d'avoir environ 20% de la surface qui soit couverte avec la strate émergente. Et donc ce sont les espèces qu'on choisit pour ça. Ce sont des espèces qui sont très très résistantes au soleil, fort en été, et qui peuvent du coup créer un peu de mi-ombre pour les autres strates en dessous et les aider en période de canicule, de sécheresse pour éviter le stress hydrique. Donc là, on a un robinier, derrière toi aussi. Là, on a un mimosa, là également. Voilà, et puis parmi eux, on a tous les fruitiers qui sont plantés. Et puis, au niveau des strates inférieures, il y a des choses qui sont plantées, mais il y aura d'autres, bien sûr, d'autres choses à mettre. Là, par exemple, bon, là, il a été planté cet hiver, donc il est tout petit, mais c'est un jeune mûrier. C'est une guilde, donc à son pied on a un petit fruit, c'est un casseillet, puis de la sauge, voilà, qui est plus buissonnante, mais qu'on va garder, qu'on va perturber régulièrement pour la biomasse et pour induire des perturbations aussi. Puis après ça, là on a un autre ragoût minier qu'on a déjà vu tout à l'heure, on en a vu un autre tout à l'heure. Puis sinon derrière on a un plaque minier, jeune plaque minier. Je sais pas si j'ai besoin d'aller à côté pour le montrer. Non, et puis un kiwi. On va faire ça. Et voilà, un kiwi aussi. Il y a de la ronce sans épines. Il y a un goumi juste derrière le robinier. Là on a un caragagnier. Superbe. Vous avez déjà des graines en plus. Sa première saison de production et de floraison. Très bien. C'est juste le début. Puis après ça, ici on a ce prunier. D'accord. Voilà, Reine Claude de Bavec qui a 1 an. Ouais. Il a été greffé il y a 1 an. Et c'est normal qu'il fasse déjà 2 mètres. Il y a eu beaucoup de perturbations dans cette zone, mais je sais pas, on n'a pas mesuré dans cette zone. Puis après ça, sinon, ici, on a un poirier sur cognacier, donc plus petit, qui va faire que 1,70 m environ à taille adulte. D'accord. Donc voilà, ici. Et comme on avait vu, on peut mettre pépin sur pépin. Et les poiriers peuvent être mis sur les cognaciers sans souci. Mais après, bon, c'est pas la même variété, donc on a quelques petites différences. Voilà. C'est ça, et toutes les variétés de poiriers sont pas compatibles pour aller directement sur cognacier. Des fois, il faut faire une greffe intermédiaire. Alors ici, vous voulez me parler de quelque chose d'extraordinaire, intriguant. Voilà, on a fait un test qui est intriguant et qui nous donne vraiment envie de poursuivre notre apprentissage de l'agriculture syntropique. C'est avec ce Thuna sinensis, cédrelle de Chine. Il y a 1 an, au mois de juin l'année dernière, on a 2 tunas. Les 2 faisaient 303 cm. On les a mesurés le même jour. 303, ça fait 3,3 m. Ouais, voilà, 3,03 m. Puis après ça, au pied de ce tuna-là, on avait planté 15 topinambours qui faisaient environ cette taille. Et au pied de l'autre, non. Et on a perturbé, donc on a coupé les topinambours au pied de ce tuna. On a arrosé les 2 arbres. On a laissé passer 3 jours, 72 heures. Et on a remesuré les 2 arbres. L'autre arbre, l'autre Thuna sinensis, avait pris 1 cm en 3 jours. Et celui-là avait pris 17 cm en 3 jours. C'était très intriguant. Voilà, c'est la seule expérience qu'on a faite où on a vraiment mesuré. Sinon, on a fait beaucoup de coupes et de perturbations un peu partout. On était dans certaines zones très satisfaits de la pousse qu'on a eue. Mais voilà, c'était pas mesuré, c'était pas... Ça donne beaucoup d'espoir et d'envie de continuer et de rendre des choses intéressantes et à montrer que la nature est incroyable et qu'il faut pousser dans cette voie. Mais on est intrigué parce que si on arrive à développer et mettre au point des techniques pour faire pousser les forêts jardins 2 fois plus vite,
ça nous intéresse énormément. Comme Anne-Thierry a mentionné, elle a réussi à avoir une pousse 2 fois plus vite sur une espèce qui est plantée dans un contexte d'agriculture syntropique par rapport à la même espèce en plein champ. Et donc c'est super intriguant, et ce qu'on voit ici, c'est que ça nous semble très plausible qu'on arrive à faire pousser des arbres à une vitesse insoupçonnée et avec une vigueur dont on n'a pas l'habitude. Donc on va continuer à travailler sur ça et partager les résultats de nos expériences. Des pousses fulgurantes. Voilà. Oui, c'est absolument surprenant. Par exemple, ce sujet ici, c'est un cerisier côtier, donc un hybride naturel entre un cerisier et un abricotier. Et donc on a greffé en mars 2023, il y a un an. Et donc le sujet a poussé à 2,50 m en une seule saison et s'est ramifié. Et on n'a jamais vu une pousse avec autant de ramifications comme ça en une saison de pousse. On a fait beaucoup de perturbations dans cette zone autour de ces arbres. Ça c'est pas une preuve scientifique. Incroyable. Nous sommes juste très intrigués par ce qu'on voit et on veut continuer à tester plus, mesurer, faire des expériences beaucoup plus rigoureuses. Voilà. Ouais, on est bien dans l'Hérault, on n'est pas dans la jungle uruguayenne, malgré tout ce que vous pouvez voir tout autour. Non, c'est incroyable.